Bonsoir, bienvenue au talk Range Le Figaro. Nous recevons ce soir Thierry Mariani, qui est ministre délégué chargé des Transports. Thierry Mariani, bonsoir. Bonsoir. Alors on reparle beaucoup des 35 heures à l'UMP, avec un certain nombre de voix qui s'élèvent à nouveau pour dire il faut supprimer les 35 heures. Et puis ce matin, Xavier Bertrand, ministre du Travail, a fait entendre une petite musique un peu différente. On l'écoute, c'était sur Europe 1 ce matin. Les 35 heures de Madame Aubry, imposées par Madame Aubry, j'en ai toujours été un farouche adversaire. Et je continue à être un farouche adversaire de ces 35 heures qui ont failli mettre l'économie française par terre. Mais la vérité... Donc c'est une bonne raison de l'attaquer, c'est une bonne occasion. C'est qu'aujourd'hui... Oui, mais ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que les 35 heures sont devenues un repère. À partir de la 35e heure, on paye des heures supplémentaires. Le débat est important. Aujourd'hui, si vous dites qu'il n'y a plus du tout de repères comme les 35 heures, ça veut donc dire que les salariés, soit vont perdre la majoration heures supplémentaires, soit vont perdre la défiscalisation. Alors Thierry Mariani, qu'est-ce qu'on fait avec les 35 heures qu'on traîne, si j'ose dire, de campagne en campagne depuis 10 ans? On les supprime, on les adapte à nouveau, on les garde? Quelle est votre position? Je crois que beaucoup de choses ont changé depuis que Martine Aubry a fait adopter cette loi, les 35 heures. J'étais parlementaire à l'époque et je les ai combattues. Et je pense effectivement que c'est un boulet, ou c'était un boulet pour l'économie française. Nicolas Sarkozy, dans ce domaine, a tenu ses engagements. À savoir qu'on ne peut pas faire la guerre de 100 ans en permanence et tout remettre en cause. C'est un peu ça quand même, on se dit ça y est, c'est reparti oui, avec les 35 heures. Je pense que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy au début du mandat, c'était beaucoup plus intelligent. C'est pas d'en faire comme la gauche à l'habitude, une question dogmatique. Il y a les 35 heures, elles restent 35 heures pour ceux qui ne veulent travailler que 35 heures. Ceux qui étaient prêts à travailler plus, eh bien, ont été encouragés à travailler plus, ont été remerciés, puisqu'effectivement, comme l'a rappelé Xavier Bertrand, Nicolas Sarkozy a mis en place la défiscalisation des heures supplémentaires. Oui. Et d'autre part, il faut redonner la parole à la négociation dans l'entreprise. Voilà, je pense que les 35 heures sont mortes. Elles ont coûté très cher à la France. Elles restent effectivement un repère, pour certains un symbole, mais on ne peut pas en permanence tout dérégler. Et aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, les 35 heures sont dans les faits un vieux souvenir. En général, quand les syndicats ou les salariés sont intelligents avec les entrepreneurs, il y a très longtemps que d'autres accords ont été trouvés. Mais est-ce que ça va être encore un des thèmes de la campagne présidentielle? Je pense qu'il y a d'autres thèmes à trouver. Je pense que l'un des thèmes à trouver, c'est justement la relance du dialogue social, c'est la négociation au sein des entreprises. D'où l'idée d'assise de la nouvelle démocratie sociale que lance l'UMP cet après-midi. Mais pour revenir quand même un dernier mot sur les 35 heures, il y a quand même un certain nombre de gens qui en bénéficient encore, sous forme par exemple pour les cadres de vacances supplémentaires, les fameuses RTT. Ça ne va pas être très facile pendant une campagne électorale de rendre populaires des propositions de retour en arrière, parce que les gens se sont finalement accommodés des 35 heures. Je pense que c'est extrêmement dur de revenir en arrière. Je pense que par exemple, moi j'ai été président d'un hôpital à l'époque où les 35 heures ont été un capharnaüm, la panique dans l'hôpital, ça date exactement de cette période et les socialistes n'avaient rien prévu. Depuis on a retrouvé un certain équilibre. Je pense que cet équilibre il faut le garder. Je pense qu'il faut donner des marges à la négociation et je pense qu'il faut encourager ceux qui travaillent. C'est ce qui a été fait dès le début de ce mandat. Vous savez, les socialistes font de certaines questions des dogmes permanents et des symboles. Je crois qu'il ne faut pas faire comme eux, il ne faut pas être dans le dogme. Il ne faut pas faire comme eux, il faut être dans le pratique. Xavier Bertrand disait que c'était un repère. Eh bien, effectivement, il faut bien qu'à un moment, on est dans un pays où il y a une tradition qui est d'avoir certains repères. Les 35 heures, c'est un repère, mais ces repères ont vocation à être dépassés, surtout quand il y a un accord des partenaires sociaux. Alors, un autre sujet qui vous est cher et que vous connaissez bien, l'immigration. Il y a une autre convention cette semaine à l'UMP, c'est jeudi, sur l'immigration. Et puis là, il y a un petit couac de début de semaine. Lionel Lucas, qui est député UMP des Alpes-Maritimes, vient de claquer la porte de ses fonctions de secrétaire national à l'immigration. Alors, il dit d'abord qu'il n'a pas été consulté sur la fameuse convention, ça fait un peu désordre. Et surtout, il dit qu'il a un désaccord de fond en accusant l'UMP d'être trop frileuse. Alors sur l'immigration, là encore, est-ce qu'il faut faire des propositions? Est-ce qu'il faut revenir sur la binationalité, ce dont on a parlé ces dernières semaines? Lionel Lucas est un ami, on a fondé ensemble la droite populaire et pour rien vous cacher, je l'ai eu au téléphone il y a 1 heure. En réalité, je crois que d'abord, il y a effectivement un désaccord plus sur la forme que sur le fond. Sur la question de la binationalité, il y a effectivement un désaccord sur le fond. Une partie des députés souhaite que cette binationalité soit remise en cause. La majorité des députés ne le souhaitent pas. Vous dites quoi là-dessus? J'ai été très clair. Le 16 septembre 2010, et c'est vérifiable sur Internet, un amendement est présenté pour interdire la binationalité. Le rapporteur de la proposition de loi s'appelle Thierry Mariani et s'oppose à cet amendement et le fait chuter. Moi, je pense que... Quel est le problème? Depuis des années, cette binationalité n'a pas vraiment posé de problème. En réalité, tout ça est parti d'une stupide histoire de football.
ou pour des histoires d'entraînement de football d'équipe nationale française ou autre, on est arrivé à poser la binationalité. Est-ce que la binationalité aujourd'hui est un fait? Oui, pour des millions de personnes. On ne sait pas les vrais chiffres d'ailleurs en France. Moi j'aimerais bien qu'on connaisse les vrais chiffres. C'est paradoxal, on sait combien il y a de réfrigérateurs par foyer, mais on n'est même pas capable de dire s'il y a... Alors tout le monde dit plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions, j'en sais rien. Je pense que ça doit tourner autour d'1 million ou 2 millions, mais en tout cas, de très nombreux compatriotes sont concernés. Est-ce que ça pose un problème? En réalité, non pour 99% d'entre eux, oui pour une centaine d'individus. Donc on ne va pas changer la loi pour une centaine d'individus. On ne va pas changer d'individus pour une centaine enfin, on va pas changer la loi pour une centaine d'individus. C'est évident que quand la Marseillaise est sifflée par des Français, c'est pas admissible. C'est évident que quand on voit certains comportements à l'occasion de matchs, c'est inadmissible. Est-ce qu'il faut changer la loi pour cette centaine d'individus? Réponse non. Par contre, là où je pense que la convention de l'UMP peut effectivement ouvrir des pistes, je pense qu'il faut être plus strict dans les conditions d'acquisition de la nationalité française. La nationalité française, ça se mérite, on doit remplir certaines conditions, on doit parler français, on doit respecter les lois de la République, c'est pas un guichet qu'on peut donner comme ça. Et deuxièmement, je pense qu'il y a les droits et les devoirs. Il y a les droits et les devoirs, mais il y a les conditions. Excusez-moi, ma femme est étrangère, mon épouse est étrangère, elle a appris le français pendant un certain temps, elle a rempli les conditions, elle sera française au bout de 5 ans. Deuxièmement, je pense aussi que pour les quelques individus très rares qui ne respectent pas ces règles, eh bien effectivement, quand ils ont acquis la nationalité française, ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy, à savoir mettre en place des conditions de déchéance, c'est la bonne piste. Être plus strict dans l'acquisition de la nationalité française. Ça a été retoqué, oui, mais là, par ça a été contre, moi, je fais partie de ceux qui regrettent que ça a été retoqué. Je pense que Nicolas Sarkozy avait énoncé un principe simple. Quand on est français et qu'on ne le mérite pas, eh bien, on n'a pas vocation à garder la nationalité française. Le discours de Grenoble, pour moi, était remarquable. Et si on avait suivi ce discours, on n'en serait pas aujourd'hui à cette polémique sur la binationalité. Donc le président de la République a été très clair, Jean-François Copé a été très clair. À titre personnel, j'ai rapporté toutes les lois d'immigration jusqu'à la dernière en première lecture, j'ai toujours été favorable, ça ne pose aucun problème, sauf pour quelques individus. Soyons fermes avec ces individus, ils doivent remplir les conditions pour être français et ils doivent continuer à les respecter pour le rester. On dit un mot des Français de l'étranger. Vous Absolument. êtes délégué UMP aux Français de l'étranger et vous serez candidat l'année prochaine en juin aux élections législatives dans une des 11 nouvelles circonscriptions, dans la grande circonscription Russie-Asie. Alors le secrétariat d'État chargé des Français de l'étranger qui a été confié à David Douillet, c'était vraiment utile ou c'est un gadget électoral? Je crois que les Français de l'étranger, c'est une chance dans la mondialisation. Je suis responsable des Français de l'étranger depuis l'an 2000 au RPR puis à l'UMP. Ça fait 11 ans que je m'en occupe. Et aujourd'hui, dans la compétition mondiale, qu'est-ce qui fait que la France, elle pèse un peu plus que le 1% de la population? C'est parce qu'on a des enseignants à l'étranger qui font, j'allais dire, briller la culture française. Est-ce que nos concitoyens savent par exemple que grâce à ces enseignants, grâce à l'effort de l'État français, on est le premier pays au monde en nombre d'établissements français, en nombre d'établissements à l'étranger. Ils ne le savent sans doute pas, effectivement. Donc, est-ce que ce secrétaire d'État va avoir pour mission de faire connaître ça ou d'aller vers les... ou de faire le lien entre les deux? Il aura l'ambition de s'occuper de cette population qui rend service à la France. Parce que quand on a des diplomates, des enseignants, des chefs d'entreprise qui sont présents à l'étranger depuis des années, c'est autant d'atouts dans la mondialisation. J'étais avec François Fillon en Indonésie. En Indonésie, par exemple, on a été reçu par M. Mignon, responsable de la Chambre de commerce franco-indonésienne. C'est qui? C'est quelqu'un qui, depuis 20 ans, est à Jakarta, qui connaît par cœur le tissu indonésien, qui connaît les chefs d'entreprise, qui connaît les responsables politiques et qui peut aider les entreprises françaises. Eh bien, ces gens-là, j'allais dire, on s'en sert dans le bon temps du terme, mais on les sert parce que la mondialisation, c'est aussi savoir mettre en valeur et s'appuyer sur les diasporas, ce mot n'est pas tellement élégant en France, mais sur les diasporas qu'on a à l'étranger. Avoir à peu près 2 millions de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. C'est une chance pour notre culture, c'est une chance pour notre diplomatie, c'est une chance pour notre économie. Les négliger ou les caricaturer, comme fait le Parti socialiste, en les présentant en permanence comme des exilés fiscaux, c'est une erreur. Et donc c'est une excellente idée que d'avoir créé ce secrétariat d'État donc de David Douillet. Un mot pour terminer, Dominique Strauss-Kahn. Sous réserve de l'issue de la procédure aux États-Unis, on ne parle pas des autres procédures, de l'autre procédure possible en France, est-ce que vous pensez qu'il puisse être candidat aux primaires et à l'élection présidentielle? Est-ce que vous pensez quelqu'un qui, quelle que soit l'issue de l'affaire, je sais pas, moi j'imagine quand même, comme président de la République, quelqu'un qui a une autre stature et une autre histoire. Merci beaucoup Thierry Mariani. C'était le talk Orange Le Figaro. Rendez-vous demain pour un nouveau talk et ce sera avec votre collègue secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu. Bonsoir.